Cette nouvelle table ronde sur le plaisir de jouer. Et nous sommes réunis cette année dans le cadre du Roll Event pour collecter, grâce à la générosité de tous et toutes, des fonds pour des associations caritatives. Donc c'est très simple à faire via le site Roll Event. Il suffit de cliquer sur faire un don. N'hésitez pas aussi à parcourir le site pour connaître le programme complet du Roll Event, les dernières tables rondes de la journée, les différentes animations, ainsi que la boutique solidaire pour trouver du matériel original de créateurs indépendants et plein d'autres choses encore. Je suis James, je serai animateur et modérateur de cette table ronde et je suis accompagné par Laurent Grixon, Max et Banane Bleue. Bonjour messieurs. Bonjour. Du coup, je vais vous laisser un peu vous présenter chacun à votre tour. Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? On va faire dans l'ordre de l'écran. Allez, Ouais. on fait. Donc c'est quoi? C'est moi le premier? Allez, c'est parti. Ouais. Alors, moi j'ai donc découvert le jeu de rôle assez récemment. Enfin, j'ai fait une partie de jeu de rôle il y a bien longtemps, au cours d'une colonie de vacances, mais j'y suis pas revenu après plusieurs années. Donc j'ai redécouvert le jeu de rôle plus ou moins officiellement en 2018, donc c'est très récent. En arrivant en fait dans le sud de la France, parce que voilà, j'avais quitté la France pendant quelques années, donc je suis revenu en France pour y vivre. Et donc, j'ai découvert le jeu de rôle via une petite association. Hein. On commence, je pense, beaucoup par là. Et en fait, voilà, je suis devenu rapidement passionné. Je suis très rapidement passé de joueur à maître de jeu. Puis de maître de jeu, j'ai commencé à m'intéresser au jeu de rôle en lui-même. Et donc, j'ai commencé à lire des jeux de rôle, lire des forums, des blogs, etc. Tout ce que je pouvais trouver. Et ceci m'a amené à créer mon propre jeu de rôle Glitcher, hein, que j'ai publié l'année dernière en auto-édition. Et depuis, je continue à écrire. J'ai un autre projet dans les tuyaux et je continue évidemment à mener et à jouer. Et j'essaie de partager cette passion au plus grand nombre. Voilà. Max? Eh bien, je suis tombé plus ou moins quand j'étais petit, mais pas vraiment de la même manière que les autres. Moi, je fais tout à l'envers, c'est une de mes spécialités. Au fait, j'ai commencé par... On avait des buts derrière chez moi de terrain vague, et j'y ai installé tout... Je devais avoir 6-7 ans, j'y ai installé tous mes soldats plastiques, et je remimais des batailles de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tu avais Iwo Jima, tu avais encore la bataille des Ardennes, et je m'amusais au fait dans mes buts, et mes voisins me prenaient pour un fou, à recréer les scènes de bataille de cette époque-là. Puis je suis tombé sur le livre dont vous n'êtes pas le héros quand j'étais adolescent, qu'on a tous connu, je pense, où là je m'amusais avec mon D6 et j'étais là, waouh, allez, ah non, je suis mort, je dois tout recommencer. Donc ça, c'était super génial. Et puis c'est à l'université, au fait. Je suis arrivé dans mon cercle de guindaille. Donc les guindailles, c'est le bizutage qu'on fait en Belgique, chez les étudiants. Et là, au fait, je suis tombé sur des gars qui font « Ouais, on fait du GN, et ci et ça, tu devrais venir. » Là-dessus, je me dis, je suis intéressé. Et puis, on me dit aussi « Ouais, on fait des parties de jeux de rôle, c'est le monde de Tolkien, t'as vu le Seigneur des Anneaux ?» J'étais là « Ouais, j'ai vu le Seigneur des Anneaux, on peut jouer la même chose. » Et puis, je suis tombé un peu là-dedans et j'en suis plus vraiment sorti. J'ai d'abord fait beaucoup de jeux de rôle grandeur nature, puis je suis revenu sur le JDR dans 2015. Et là, maintenant, je suis un peu un homme orchestre. J'essaie de faire mes univers, donc ils sont Nucadon, un post-apo, et Baroque, un steampunk fantastique. Et je fais un peu l'homme orchestre, et là, je suis un peu en train de maquettiser le premier, Nucadon. Donc voilà. Et je fais donc découvrir la passion du jeu de rôle aux gens, et j'adore le faire ça. Je fais plein de parties par semaine. On a une table récurrente qui continue maintenant dans l'univers de Baroque, où ils sont avec une dragonne qui doit retourner sur son plan. Donc c'est toujours comique de jouer avec quelqu'un qui peut changer de être petit à être immense. Voilà, je n'hésite pas à aller dans tous les délires et m'amuser avec mes joueurs et mes joueuses. C'est bon. Banane Bleue, Stéphane, où tu veux. Oui, alors moi j'ai commencé le jeu de rôle il y a... personne ne calculera l'âge. C'était au salon du modélisme, parce qu'à l'époque il n'y avait que ça, c'était en 87.
Et effectivement, j'allais voir du modélisme, et puis dans un coin, il y avait une partie jeu de rôle. Alors je suis allé voir ça, et puis j'ai touché du Warhammer. Et voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que plusieurs années plus tard, j'ai raté 2 classes parce que, à force de jouer, tout simplement. Il y avait du Warhammer, du Stormbringer, du Bloodlust, beaucoup de vampires à l'époque, beaucoup de vampires. Et effectivement, je suis un peu tombé dedans. Au bout d'un moment, je participais à 2 clubs, j'en dirigeais un. J'étais nommé un petit peu là-dedans. Et puis après, il y a eu la vie. Il y a eu le déménagement, le départ des amis, il y a eu un enfant, il y a eu tout ça, qui ont fait que ça m'a éloigné du jeu de rôle. Et j'y suis parvenu parce que je pensais pas pouvoir y revenir tout de suite. Parallèlement, je me suis mis au théâtre. Et donc, j'expliquerai pourquoi ça va avoir un intérêt. C'est qu'effectivement, j'ai rencontré des gens un petit peu fous, qui effectivement sont, comment dire, les futurs créateurs, enfin seraient les futurs créateurs des Chants de Tindalos. On a fait beaucoup de Cthulhu, beaucoup, et puis j'ai beaucoup aimé leur façon justement de masteriser, distiller du plaisir, parce que eux aussi ont fait du théâtre, et donc ça se ressent. Ce qui fait que lorsque le projet des Chants de Tindalos a commencé à évoluer, je suis rapidement rentré dedans pour distiller soit un petit peu de ma folie, ou soit faire du mastering, et du mastering que je conçois comme une pièce de théâtre pour les joueurs. Le but du jeu étant que les joueurs aient un maximum de plaisir à la partie, quelle que soit l'issue. Parce que l'issue est pas souvent, comment dire... Voilà. Disons qu'on meurt beaucoup. Voilà. Ok. Du coup, je vais vous poser la première question. Pour vous, quelle est la meilleure qualité pour un MJ, et quel comportement le MJ doit adopter pendant une partie pour rendre justement cette partie plaisante en fait à jouer et, je vais continuer dans ma lancée parce que j'y étais. Vas-y. Moi, le but du jeu, en fait, c'est déjà, dans un premier temps, de faire en sorte que les joueurs aient du plaisir, quelle que soit l'issue, effectivement, du scénario, comme je le disais. Parce que on sait qu'on va avoir un scénario qui va potentiellement tuer les joueurs, etc. Mais le but du jeu, c'est d'apporter, y compris, entre guillemets, du fun dans la mort. C'est-à-dire, quitte à mourir, autant mourir avec panache. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que on puisse distiller ça. Et ça se passe par plusieurs petites choses. Ça se passe par... alors moi, comme je disais, je le fais très théâtralement. Le but du jeu, c'est toujours le petit sourire, toujours la petite attention à ce joueur qui est dans une situation délicate, lui montrer toutes les possibilités qu'il a à sa disposition pour faire un coup d'éclat, pour faire quelque chose qui marque et qui fasse quelque part rire, même si c'est dans le sérieux, même si c'est dans le roleplay qui est vraiment, comment dirais-je, ténébreux, on peut quand même rire entre joueurs. Ok. Max, du coup, on va repartir dans l'autre sens. On va partir dans l'autre sens, je m'en doutais. Mais du coup, je vais te dire, moi, ce que je trouve qui est vraiment formidable d'abord pour être un bon MJ, c'est la première chose, c'est d'être à l'écoute de ce que cherchent tes joueurs et tes joueuses. Ce qu'il faut surtout faire pour que la partie soit réussie, c'est avoir une certaine empathie, je trouve. Une empathie avec qu'est-ce qu'on veut achever, qu'est-ce qu'on veut faire. Effectivement, refaire un personnage, il faut l'accepter. Et c'est pour ça aussi que de plus en plus, on met en place la sécurité émotionnelle. Je le fais aussi dans le jeu de rôle grandeur nature. Et je trouve que on essaie aujourd'hui de mettre tout en place pour que les parties se passent bien. Il y a la X-carte, il y a aligner les voiles. Et il faut aussi permettre de ce fait-là, en maîtrisant convenablement et en étant à l'écoute de ces joueurs et ces joueuses, un bon fil conducteur et une bonne aventure. Si tu ne fais pas ça, tu vas avoir le phénomène du 1. Rage quit, 2. MJ qui est blacklisté, et 3. Quelqu'un qui a besoin de soutien psychologique.
J'ai toujours un psy à côté de moi, hein, un psy sous la main. Ah, Ouais, voilà. Donc d'un certain côté, si tu es un foireux, tu contribues au système de santé. Donc ça, c'est bien. ouais, c'est ça. Ah, voilà, c'est ça. T'es payé par les médecins, exactement. Voilà. Non, j'ai pas d'autres idées. Donc, Laurent, vas-y, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ou alors, James? Non, bah je pense que c'est bien dit, hein, faire preuve d'empathie, de bienveillance vis-à-vis des participants, quoi, que tu sois joueur, que tu sois meneur, si tu respectes pas les personnes qui sont autour de ta table ou dans ton GN, il va tout de suite y avoir un problème. Pour ajouter sur ça, parce que je suis vraiment en alignement à ce que vous dites, je dirais au niveau du meneur, en fait, aussi la volonté de partager quelque chose. Parce que c'est quand même le meneur, généralement, je parle principalement pour le jeu de rôle, le GN c'est un petit peu différent. Mais pour le jeu de rôle, tu vois, tu vas être amené à quand même à vouloir partager une expérience en tant que meneur de jeu, la partager avec tes joueurs. Donc, tu es là pour faire plaisir aux joueurs, mais tu es aussi là pour y prendre plaisir. Et je pense que c'est là où c'est important à la fois d'écouter, d'être à l'écoute des joueurs et tout ça, mais aussi pas hésiter à faire comprendre qu'on cherche à partager une expérience ou à conter une histoire avec les joueurs. Et on a aussi de vivre une expérience qui est intéressante. Le but du MJ, c'est pas de tellement prendre ses joueurs à petits soins que lui-même, à la fin, il se met la corde autour du cou, quoi. Je pense qu'il y a aussi le fait de faire participer tout le monde. Et ça, c'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile. Tu sais, on a des groupes qui se splitent ou des trucs comme ça, et il faut qu'on arrive à contenter tout le monde, à ce que tout le monde sente qu'il a sa place et qu'il n'est pas juste en train d'attendre quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que cette partie-là, parfois, elle est un petit peu difficile à manager parce qu'on a des joueurs qui s'éparpillent un petit peu. Alors on les ramène, mais faut pas les ramener avec bah non, ce serait mieux que vous restiez ensemble. C'est tu es sûr que tu veux vraiment sortir dehors seul? Voilà, plutôt de ce genre-là. Mais c'est vrai que ouais, il faut vraiment arriver à jongler entre les différents joueurs, et ça c'est une partie qui est importante, notamment même avec des joueurs qui sont des primo-joueurs, des gens qui débutent, qui savent pas vraiment si par exemple, oh là là mon dieu, à chaque fois qu'on me parle je dois faire un jet de dés. Non, c'est pas obligé. T'es pas obligé de faire à chaque fois un jet de dés. Voilà, participe. Et puis, est-ce que je peux faire ça? Je lui ai dit, mais tu fais ce que tu veux, tu es libre. Voilà. Il faut arriver à ce que chaque joueur soit vraiment dans la partie en même temps et qu'il soit pas en train d'attendre différentes choses. Donc c'est vrai que cette partie-là, elle est un peu compliquée. Alors on peut donner des petites indications du type pensez à ce que vous faites par exemple dans la maison pendant que on va parler aux autres personnes. C'est lorsqu'il y a une interaction par exemple à un endroit, essayez de relancer. Vous avez entendu un cri, vous avez entendu quelque chose. C'est pas évident, mais enfin voilà. Je trouve que c'est important de faire participer tout le monde. Et puis, si jamais il y a des remous, moi je sais que j'avais beaucoup parlé en fait, à l'époque en fait, de ça par rapport si jamais il y a des remous au niveau de la partie, comment essayer de réintégrer. Donc tu dis ouais, t'entends un cri par ici, t'entends un cri par là, mais ramener un PNJ, ramener un truc, ça peut, genre un PNJ lambda qui est juste là en fait pour refiler une info ou un truc comme ça, qui justement bloque un peu la partie. C'est ce que je mets en fait en place dans un de mes scénarios que j'ai écrit pour Tini. Il y a un PNJ qui débarque, qui dit ah, regardez ce que j'ai trouvé, et du coup ça leur file un indice qu'ils n'auraient pas forcément, s'ils n'ont pas trouvé en fait l'indice, c'est un PNJ lambda qui vient en fait leur filer, tu vois. Donc ça aussi ça peut être intéressant en tant que MJ. Oui, t'as raison. Vas-y Laurent. Non, bon. Non, je disais ça, c'est vrai que quelque chose qu'on mentionne, mais en fait, en tant que MJ, en tant que meneur de jeu expérimenté, ça va nous paraître logique, mais je prends l'exemple de quelqu'un qui cherche à mener une partie pour la première fois et qui ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est souvent présenté comme voilà, soit t'es joueur, soit t'es meneur de jeu. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Quand on est meneur de jeu, on a plein de casquettes. C'est-à-dire qu'on va avoir une casquette de compteur, on va avoir une casquette côté pas psychologue, mais de sécurité émotionnelle, de bienveillance. On va avoir une casquette d'hôte, en quelque sorte, parce qu'on est là pour
s'assurer que tout le monde ait une expérience de jeu qui soit intéressante, émouvante, agréable, etc. On va avoir une casquette d'arbitre, parce qu'il faut connaître les règles et savoir les faire respecter. On va avoir une casquette, comme tu dis, tu vois, de jongleur d'assiettes, c'est-à-dire qu'on va avoir un PJ qui part un peu trop loin, il faut le ramener auprès du groupe. On va avoir un autre PJ qui a complètement raté l'indice, donc ils sont en train de complètement partir dans une direction qui n'était pas prévue. Alors après, ça se joue de façon différente, mais donc, c'est-à-dire qu'on a une casquette d'improvisateur, improvisateur, tu vois. Et c'est pas toujours expliqué comme ça. Et en fait, c'est ce qui fait à la fois la richesse du rôle de maître de jeu, mais aussi des différents profils de maître de jeu qui peut exister, quoi. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est ce qui est bien aussi parfois, c'est avoir des PNJ invités, donc des gens réels qui vont faire l'animation et qui parfois tu leur donnes la liberté, tu dis ça c'est le scénar, mais à part ça, tu peux effectivement un peu les balader, un peu les challenger. Et ça, je trouve que c'est toujours assez chouette. Je l'ai fait avec un notamment dans ma partie de Baroque. Il a amené un côté qui était un peu plus fun finalement que d'être monochrome, puisque d'un certain côté, c'est toujours le même meneur ou la même meneuse de jeu qui anime souvent. Donc, le fait que tu aies quelqu'un qui vient en plus, ça va rajouter un peu de teneur et un peu de vivacité. Moi, j'ai déjà rajouté, je vais voir un PJ en fait en sous-texte et je lui dis tu vas me faire ça et tout, ça va rajouter un truc et tout à l'histoire. J'ai un exemple en fait où les joueurs en fait se retrouvent en prison parce qu'en fait ils sont accusés du meurtre d'un cuisinier. Alors c'est du Nalbuck, hein. Donc ils sont accusés du meurtre d'un cuisinier qui a été tué par un homme ninja patate qui était à la solde des hommes poireaux. C'est du Nalbuck, hein, ça reste. Et je vais voir du coup mon joueur, enfin ma joueuse, et je lui dis tu sais quoi en fait, c'est toi qui vas les défendre. Et le personnage, tout le monde voulait le taper, mais tout le monde. En fait, il avait une compétence en fait qui faisait que tout le monde avait envie de le taper tout le temps. Et tout le monde le tapait à chaque fois. Et je lui dis, c'est toi qui vas les défendre. Et j'ai eu une réaction, en fait, je m'attendais vraiment pas à cette réaction de mes joueurs, mais ça m'a tellement surpris. Donc, ils arrivent au tribunal et tout, avec leur autre avocat, machin. Et puis, il y a le personnage de ma pote. Je lui fais, maître, il s'appelait Kenny. Je fais, maître Kenny, je vous laisse vous approcher de la barre. Et t'as tout le monde qui a fait, quoi? Voilà. Donc, ça aussi, ça peut rajouter un côté, parce que du coup, ça met les joueurs en fait en confiance en disant ok, il y en a un qui est avec le MJ et du coup ça rajoute en fait un peu plus dans le récit. Voilà, donc je vais passer. Du coup, je devrais rebondir sur la sécurité émotionnelle, hein, savoir. J'ai vu plusieurs choses qui étaient mises en place moi pour la sécurité émotionnelle. Donc il y a la fameuse carte X que je trouve très intéressante, mais j'ai vu d'autres personnes en fait qui faisaient des gestes, qui faisaient vous pendant vos parties, est-ce que vous avez quelque chose pour gérer la sécurité émotionnelle autour de la table? Oui, pour le coup, la carte X, effectivement, voilà. Elle est importante, surtout quand on fait des jeux qui sont plutôt des jeux d'horreur. Donc oui, la carte X est importante, bien spécifiée que si jamais une personne qui a on va dire des sensibilités différentes, parce que la vie, on a tous des vies différentes, parfois des choses qui nous choquent un petit peu. N'hésitez pas à toucher à la carte X, m'expliquez pas pourquoi, etc. Je le vois, voilà comment je le présente. J'ai ajouté une deuxième sécurité parce que j'ai eu ça au cours de la Paris Manga. Je tourne régulièrement autour de mes joueurs. En fait, je ne masterise pas assis. Je suis autour de mes joueurs, parfois entre les joueurs, et le but du jeu, c'est de leur faire peur parce qu'on est dans un jeu d'horreur. Donc parfois, je sursaute, parfois, je fais des cris, je tape sur la table, peu importe. Sauf qu'une fois, j'ai eu un joueur qui a réagi énormément.
Alors, c'est un joueur absolument merveilleux. Le genre de joueur qu'on veut tous avoir à la table parce qu'il est investi, toujours en train de se marrer, voilà. Sauf que quand je lui faisais peur, limite, il s'est retrouvé par terre et il m'a dit oh, je suis cardiaque. Donc, tout de suite, j'ai fait wow. C'est pas con ce délire. Je lui ai dit c'est bon, t'es cardiaque, mais enfin, je peux continuer ou pas. Enfin, j'adapte. Il m'a dit non, tu peux continuer, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça m'a quand même fait réfléchir. Ce qui fait que du coup, juste avant de jouer, et quelque part j'en ai fait un petit élément de jeu et de mise en bouche. Je présente la carte X et après je vais vous poser une question. Est-ce que parmi vous il y a quelqu'un de cardiaque? S'il y a quelqu'un de cardiaque, il va me répondre oui, je suis cardiaque, etc. S'il y a personne, enfin, et tous les autres joueurs en règle générale se disent ah, à ce point-là. Et du coup, ça commence déjà à distiller un petit peu le ouais, vous allez prendre cher. Oui, enfin voilà, c'est quelque part, ça les met déjà dans la tension du jeu. Alors ça tombe bien parce que les champs de Tindalos, il y a un système de tension, donc forcément, ils sont déjà dans la tension. Donc ça a une sorte de double effet qui se coule que j'aime bien. On fait un tour. Ouais, allez-y. Bah, allez, Vas-y, Laurent. Non, je rigole parce que le coup d'utiliser ce que vous êtes cardiaque à la fois comme sécurité émotionnelle et comme petite pique méta-jeu, tu vois, je trouve que l'idée est marrante. Non, déjà, je pense que moi je distinguerais déjà deux types de jeux de rôle. Tu vois, les jeux que tu vas faire en convention. Et là, en fait, en effet, la X-Card, des choses qui sont très simples à expliquer, rapides à prendre en main et claires pour tout le monde, je pense que c'est important. Moi, je fais pas du tout de jeux en convention. Enfin, pas du tout, c'est pas vrai. Je vais peut-être en faire une ou deux par an, mais c'est tout, quoi. Principalement, je fais des campagnes avec des gens que je connais pas forcément, mais c'est des campagnes long cours. Et par contre, moi, les types de jeux que je recherche, c'est des choses où en fait, on se pose des questions morales. On va chercher l'émotionnel des joueurs et tout, quoi. C'est-à-dire que j'ai un certain écho à ce que disait Madame Bleu au niveau du côté théâtral et tout. Moi, j'aime que les joueurs ils soient pris par une histoire intéressante, mais aussi que les joueurs qui vivent leur personnage, en fait. Tu vois, que ce que ressent leur personnage, ce soit un petit peu eux aussi qui se mettent dans la peau, qui se posent les questions et tout. Le fait est, c'est que moi, je joue pas à Donjons et Chatons. Moi, j'aime bien des univers qui font qui sont amenés à se poser des questions qui, moralement, en fait, sont difficiles à aborder par d'autres médiums, quoi. Alors, c'est mon choix, hein, c'est pas le choix de tout le monde. Mais se pose forcément la question de la sécurité émotionnelle. Et de ce que je fais, c'est ma méthode, hein, c'est pas la meilleure ni la seule, mais ce que je fais, en fait, c'est qu'avant même de faire quoi que ce soit comme session, en créant les personnages et tout, je vais faire un petit questionnaire en fait, que je vais donner aux joueurs de façon anonyme. C'est-à-dire que même s'ils n'ont rien à écrire, ils sont obligés d'écrire quelque chose, ne serait-ce que pour donner le change vis-à-vis des autres joueurs. Et en gros, je vais poser des questions du style, si on aborde, je dis n'importe quoi, le sexisme ou le racisme ou des scènes des scènes choquantes psychologiquement ou des scènes gore. Quelles sont les limites de chacun, ce qu'on appelle la limite et les voiles, hein. Quelles sont les limites et les voiles de chacun, qu'est-ce qui va gêner les joueurs, quelles sont leurs phobies, parce que je suis tombé sur des choses, on ne s'y attend pas, qui sont assez courants au jeu de rôle, alors je pense aux araignées, aux abeilles, ce genre de trucs, mais qui sont des vraies phobies, c'est-à-dire que les gens sont mal à l'aise dès qu'ils entendent mention du mot, quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est un ensemble de choses, je préfère mettre ça au clair dès le début, avant même de commencer, et en fait la façon dont je vais créer mon histoire derrière va directement prendre en compte ses limites, ses voiles et tout de chacun. Et c'est entre guillemets un nivellement pas par le bas mais par le plus sensible, c'est-à-dire que je vais ajuster mon niveau de campagne au niveau de la sensibilité la plus importante que j'ai à la table. C'est la première chose. Et la deuxième chose que je fais, et je le fais pas de façon... parce qu'en fait, voilà, je suis un petit peu ambivalent au niveau de la X-Card et tout ça, parce que quelqu'un qui est vraiment à l'aise sur certaines choses, il va peut-être pas vouloir sortir la X-Card parce que c'est aussi indiqué que peut-être il a un problème avec ce qui vient de se passer. Et il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Donc, ce que je fais simplement, c'est que si un joueur est mal à l'aise pour quelque raison que ce soit, il peut demander ce que la scène soit passée, soit vue de loin, ou soit même annulée. Quelqu'un qui casse son clavier, je sais pas ce que c'est. Ouais, James, on entend ton micro.
Non, mais donc je disais, voilà, tu vois, si à un moment il y a un de mes joueurs qui est mal à l'aise, moi je m'assure, comme on dit, voilà, on est en bienveillance, on est en confiance et tout. Mais si pour X raison il y a un déclencheur qui se passe, dont on n'est pas au courant, que la personne n'a peut-être pas mentionné dans cette espèce de questionnaire, bah, dans ce cas-là, on passe à la scène suivante, on la modifie, on fait les ajustements nécessaires pour que tout le monde soit à l'aise. Et surtout, la personne, et c'est pour moi le truc le plus important, elle n'a pas à justifier de quoi que ce soit. Elle n'a pas à dire pourquoi. Elle n'a pas à dire pourquoi c'est important pour elle. C'est juste, bah voilà, ça me déplaise, ça me met mal à l'aise, on passe à autre chose. Et si par contre, je suis assez intransigeant là-dessus, c'est un de mes joueurs qui pourrait se raison dire, ah mais non, tu comprends, non. Je suis intransigeant là-dessus. Parce que c'est le plus important, quoi. Si on ne respecte pas chacun, on ne peut pas s'amuser comme on veut. Par conséquent, personne passe une bonne soirée. Donc voilà. Voilà, c'était un peu long, je suis désolé. Non, non, mais t'as Non, raison, c'est un c'est sujet exactement ça. important. Je vais rebondir sur ce que tu disais parce que j'ai mis en place mon fictif, comme mes amis de la table d'Azur l'appellent, qui est mon fichier avec 60 questions pour savoir ce en quoi les gens ont peur. Et je l'utilise essentiellement sur les réseaux sociaux parce que ça me permet justement de cibler est-ce qu'il y a des créatures qui vous feront peur, comme des rats, des souris, des fuines, des hermines, des visons, parce que j'ai été un peu regardé un peu partout, suite à une aventure que j'ai eue où c'est moi qui me suis retrouvé choqué par le comportement d'un de mes joueurs que j'ai exclu, évidemment. Et on va devoir pour la volaille, les créatures bibliques, les araignées, les scorpions, les reptiles, les aliens, les thématiques comme le meurtre, l'assassinat, l'automutilation, le suicide. Tous des thèmes qui sont assez forts, puisque moi aussi, quand je joue, j'essaie aussi d'avoir un certain côté moral et de voir comment les joueurs vont réagir et comment aussi ils s'accaparent l'univers et comment ils jouent avec. Ou parfois, moi, je dois un peu les remettre dans... Non, on n'est pas dans Donjons et Dragons, on n'est pas dans Warhammer. Ce qui est parfois problématique, comme ce sont des univers que tout le monde connaît. Il faut parfois aussi, quand tu joues à des Tiny ou effectivement à des Chandidalos, tu dois pas avoir un genre. Non, c'est autre chose. C'est pas le même type de fonctionnement, ni de moralité, ni de réflexion. Et j'aime aussi l'horreur, puisqu'il y en a dans mes deux univers. Et donc, ça aussi, c'est important de savoir ce que tu peux aborder, parce que même moi, il y a des sujets que j'aborderai pas, parce que moi-même, je serais choqué par ça. Mais il faut aussi le connaître et le savoir au sein de tes joueurs et joueuses, quand tu es meneur ou meneuse de jeu, pour justement éviter qu'il y ait un problème. Donc, on peut utiliser la X-carte, mais ce fichier que j'ai pondu, en tout cas avec ces 60 questions, ça me permet d'organiser comment va être mon scénario en disant je touche pas à ça, je touche pas à ça. Ah, tiens, il y en a un qui a marqué rouge partout. Dans ce cas-là, il n'y a pas de catastrophe. Je lui parle et je lui dis, écoute, tu sais qu'il y a le jeu le plus bienveillant au monde qui s'appelle Mon Petit Poney. Et dans ce cas-là, je te suggère d'aller vers tel MJ ou tel serveur où on propose le jeu. Comme ça, tu vas pouvoir t'amuser et découvrir le jeu de rôle sans que tu aies effectivement des problèmes psychologiques par après. Je devrais faire des consultations d'ailleurs, je pense. Mais bon, voilà. C'est ça qui est intéressant et qui est important, je pense, c'est d'arriver à trouver aussi ce qui te correspond quand tu veux jouer, quand tu es joueur ou joueuse. D'éviter de... Allez, bêtement, si quelqu'un me dit pour Alien, j'ai peur des aliens, j'ai peur du sang, j'ai peur du gore, là, directement, tu comprends que si tu maîtrises Alien, cette personne-là va s'en sentir vraiment très mal. Et donc, tu sais la réorienter vers un autre serveur ou vers un autre maître de jeu. Il y avait eu justement une polémique par rapport à la carte X où plein de gens disaient ouais, si tu sais que tu veux pas jouer à ce jeu, bah n'y joue pas quoi, viens pas jouer avec moi. Mais du coup, la question quand même se pose quand même autour d'une table et c'est très, très très intéressant tout ce que vous dites, toutes les manières dont vous gérez la sécurité émotionnelle autour de la table. Et de renvoyer, du coup, je trouve renvoyer tout la personne, du coup, vers une table, c'est plutôt une table plutôt bienveillante et plutôt cool. C'est assez intéressant. Alors, je trouve ça un peu rude parce que peut-être que du coup, la personne, elle voulait vraiment jouer à ce truc-là et que du coup, mais du coup, dis-moi ce que tu en penses. Parce que du coup, après c'est mon ressenti à moi. Peut-être que du coup, je l'interprète mal ce que tu dis. Donc, oui. Mais c'est pas question d'être rude, c'est question d'éviter que quelqu'un se retrouve en plein milieu et rage quitte. J'en ai déjà eu comme ça. On n'a jamais eu de leurs nouvelles. Où tu fais une convention, où tu dis on met la carte X en jeu, et paf, à un moment donné, elle se déconnecte, tu dis il y a un problème, et si c'est ça, et tu n'as plus jamais aucune nouvelle de la personne.
Et ni les responsables modérateurs ne savent qui c'était ou n'ont eu contact avec elle. Donc, parfois, effectivement, je pense que c'est mieux d'avoir la possibilité, à l'avance d'une convention en ligne, d'avoir des formulaires ou d'avoir les gens qui répondent, voilà, je m'inscris en tant que joueur ou joueuse, mais il y a tel sujet qui peuvent me déranger, en sachant qu'il faut prévenir alors au début, dans ce cas-là, voilà, on va aborder ça, est-ce que ça va aller? Et si ce que tu veux s'il y a un moment donné qui ne va pas, je vais te donner des lignes et des voiles. Genre, j'ai aussi des scènes parfois très choquantes où t'as tout le monde qui est mort dans une base et les survivants, eux, doivent retrouver pour se venger qui a tué tout le monde. Donc, il faut essayer de certain, et donc tu utilises justement une ligne et voile pour éviter de trop rentrer dans les détails. Et il faut être certain aussi que ça convient aux joueurs et aux joueuses. Parce que si on me dit non, c'est trop, on voit rien, c'est pas assez gore, parce qu'il y en a qui aiment le gore aussi. Là, effectivement, c'est toi en tant qu'MJ qui dois te remettre en question, dire mais merde, j'ai voulu être trop bienveillant, ça n'a pas fonctionné. Donc la prochaine fois que je recommence avec ce groupe ou que je fais une autre aventure, je vais peut-être essayer d'entrer un peu plus en prévenant les gens. Voilà. Est-ce que vous êtes cardiaque? C'est très bonne question. Ouais, non, mais mine de rien, effectivement. Mais au-delà de ça, là où il faut quand même dédramatiser la X-Card, parce qu'effectivement, il y a pas mal de levées de boucliers en mode oh là là, ça réduit le champ d'action des maîtres, c'est pour les gens qui sont chiants, etc. Mais pas du tout. Un truc tout bête, une X-Card qu'on a eu, on n'en a pas eu beaucoup, alors pourtant on aborde des thèmes qui sont quand même violents, mais une X-Card qu'on a eu, c'est juste le dé qui était posé sur la table. C'est un dé avec un œil dedans. Bah, la personne était phobique des yeux, tout simplement. Les yeux dans les dés. Ben non, mais c'est tout con. Moi, j'ai par exemple ma filleule et son frère qui sont trypophobes, c'est-à-dire qu'ils ont une peur bleue des trous. Bah, si tu viens avec, je sais pas, un dé qui a des formes de trous, ou alors une feuille ou une illustration avec des trous, bah, c'est tout con, mais ils vont vraiment flipper. Donc, c'est même des trucs qui sont même pas forcément, on va dire, anticipables, des choses qui sont pas forcément liées à ton histoire, mais qui sont importants à prendre en compte quand même. Donc, c'est pas juste pour voilà, dire oh là là, les gens sont chiants, etc. C'est pas du tout ça. C'est pour la sécurité de chacun. Parce que chacun peut avoir traversé dans sa vie des choses, peut avoir des phobies, peu importe. Et potentiellement, on n'a peut-être pas anticipé ça, parce que on peut pas tout anticiper. Max, tu as un super questionnaire. Je sais que la FF travaille sur un questionnaire comme ça, mais à quel point il est exhaustif? Mais il l'est jamais. Potentiellement, il peut y avoir quelque chose que tu as loupé. Et ce truc-là doit être pris en compte en temps réel pendant le jeu. Et là, pour le coup, c'est tout le talent aussi d'improvisateur du maître de jeu, de savoir, hop là, c'est faire un petit louvoiement pour changer de thématique ou enlever l'élément qui pose problème. Autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que ce formulaire est gratuit, transférable à tout le monde, parce que j'avais moi-même été choqué par ce qui existait aux États-Unis où c'était seulement lié à un éditeur, en disant c'est seulement valable dans nos jeux. Ce qu'on m'a reproché aussi, on m'a dit oui, t'as copié, ça peut pas se faire. Or, je suis désolé, un formulaire comme ça doit être gratuit, transférable. Je dirais, ça devrait même être dématérialisé. Ça devrait être dans l'esprit, au fait, de tout meneur et meneuse de jeu, de se dire, voilà, comme tu dis, il faut vraiment être là pour être à l'écoute de ses joueurs et éviter d'aller dans des thématiques qui peuvent blesser et choquer. C'est comme dire, la ceinture de sécurité, c'est sur certaines marques de voitures, quoi. C'est aberrant quand il pense, quoi. Et je rebondis là-dessus, puisque pour avoir moi-même un questionnaire, il y a tellement en fait de phobies différentes, de manies différentes, de troubles possibles et tout, que à mon avis, si tu veux vraiment faire quelque chose d'exhaustif, le principal problème que tu auras, c'est que tu vas devoir faire remplir un questionnaire de 30 pages à tes joueurs. Ils vont faire, c'est bon, je suis vacciné, le jeu de rôle, j'ai plus envie, quoi. Et sans pour autant prendre compte d'une chose qu'on a tendance à oublier, que moi j'ai vu, c'est en fait la limite du formulaire à ce niveau-là, c'est qu'il y a un truc qu'on ne contrôle pas et qu'on ne peut pas prévoir, c'est comment les autres participants vont intervenir en fait dans la narration. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple, j'ai une amie à moi qui est une excellente rôliste, très bonne dans l'interprétation, qui en plus de ça est psychologue, donc elle s'y connaît très bien sur tout ce qui est les troubles psychologiques, mais elle sait aussi très bien les jouer.
parce que elle les a observés, donc elle sait quel trouble entraîne quel comportement. Et donc on avait fait c'était un petit one-shot, un petit peu Cthulhuesque, pour faire très simple, sauf qu'elle avait décidé de jouer une personne avec une maladie mentale. Donc c'est pas... Alors, j'utilise peut-être pas les termes, hein. Moi je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, mais avec quelqu'un avec un trouble mental, quoi. Et moi, elle m'a demandé si j'étais d'accord avec ça. Je lui ai dit, écoute, moi, il n'y a pas de souci. On avait vu que dans notre table de participantes, il n'y avait pas de souci spécifique avec ça. Donc, on l'a laissé faire, quoi. Et elle nous a fait une scène qui était très poignante, mais choquante, et surtout, on s'y attendait pas, quoi. Et à aucun moment, un questionnaire que des joueurs m'auraient rempli aurait pu me permettre de prévenir en fait cette scène, tu vois. Et c'est là où avoir donc, une X-card ou des signes, ou ne serait-ce qu'un accord très clair mis sur la table dès le début en disant s'il y a quelque chose qui met mal à l'aise et qui pose problème, on arrête. C'est là où c'est important. Quand on a des joueurs qui sont soit maladroits, soit vulgaires, soit au contraire très malins, très fins, mais qui peut amener un jeu au niveau de la table qu'on n'a pas forcément prévu et qui peut mettre mal à l'aise d'autres participants sans même le savoir, quoi. Donc ça rend les choses intéressantes, mais ça rend le terrain glissant au niveau de la sécurité émotionnelle, quoi. Oui. Tout ce que vous dites est vachement intéressant. Moi, j'ai un autre exemple qu'on m'a donné, un MJ en fait qui du coup lui fait des gestes et alors c'est un truc vraiment tu peux pas t'y attendre en fait. La personne en fait était bibliothécaire et elle ne supportait pas qu'on déchire des livres. Et dans son scénario, il y a des livres qui sont déchirés. Et du coup, à ce moment-là, elle fait ça le geste en disant bah non, moi je ne peux pas. En fait, je peux pas entendre le fait que tu déchires des livres parce que moi c'est mon travail en fait. Et ça, tu peux pas, ça, ce genre de choses, tu peux pas le rajouter non plus dans un questionnaire. Le questionnaire sont très très Oui. bien. Je trouve que c'est vachement bien et c'est bien qu'il y ait ce genre de choses qui soient mises en place. Je savais pas que ça existait. J'ai découvert ça, je savais pas que ça existait. Et c'est bien qu'il y ait ce genre de choses qui soient mises en place. C'est vraiment très très bien. Excuse-moi, Max, juste Ouais. je rebondis là-dessus parce que c'est un autre point que je voulais aborder. Le questionnaire, il prend pas aussi en compte le participant qui ne sait pas ce qu'il met mal à l'aise et tout. Ça m'est arrivé une fois aussi. Le participant qui me remplit un questionnaire et qui mentionne pas, alors je sais plus c'était quoi la situation, mais qui me dit ah non ça va pas le faire. Donc moi j'ai mis en pause la séance parce que je voyais c'est un copain à moi que je connais bien. Je fais mais quel est le problème? Ça c'était pas mentionné dans le questionnaire. Il fait ouais mais en fait il va falloir le rajouter parce que ça me met mal à l'aise. Donc évidemment on a arrondi la chose, on a arrondi les angles. Mais cette personne a réalisé qu'il y avait problème au moment où il s'est posé, en fait, quoi. Ça non plus, un questionnaire ne peut pas le prévoir. Voilà, parenthèse fermée. Ouais. Mais oui, mais je regarde ici une réaction d'Akoufou qui est président d'un club du côté de Nivelles en Belgique, et justement qui dit « Alors, en sécurité émotionnelle, nous avons une charte où on se base sur la liberté s'arrête là où commence celle des autres », qui est un principe tout à fait logique. On demande avant si le MJ dit « Voilà, on va avoir une scène gore, est-ce que je l'ellipse? Est-ce que quelque chose vous dérangerait ?» Donc c'est aussi effectivement toujours être en relation avec son public, avec les joueurs et les joueuses, pour voir effectivement. Et c'est vrai que ça, c'est la partie, que ce soit sur Discord ou que ce soit en physique, qui est important, c'est de prévenir les gens, voilà, il va y avoir un moment gore, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça rompt pas le gameplay, justement? C'est pour ça, l'intérêt, c'est... Enfin, en tout cas, moi je le fais en début de partie. Je dis Oui, bien attention, sûr. il va y avoir des scènes gore, il va y avoir ce genre de choses, etc. Mais s'il se dit attention, là il va y avoir une scène gore pendant le scénario, bah globalement je tue l'intérêt du scénario qui est justement d'avoir un pseudo effet de surprise. Même si quelque part la surprise, si tu veux, je la fais pas arriver d'un coup. C'est-à-dire que j'y vais un petit peu plus doucement. Ce qui fait que la personne a le temps de dire oh là, ça me va pas, tac. Mais le faire explicitement, je sais pas à quel point ça peut poser des problèmes cette fois-ci à l'expérience de jeu. Oui, c'est vrai, c'est
c'est une bonne remarque. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt le faire au début de la partie plutôt qu'au moment où ça va justement être le moment où tu dis ta tension est tellement telle que tu vas sortir le jeu, tu fais bon ben ça vous dérange ou pas? Là effectivement tu peux casser effectivement. Ouais. Le petit entracte sécurité émotionnelle. Avec un petit disclaimer en dessous. La scène suivante est particulièrement gore. C'est ça. Ou alors, il faudra avoir ouais, une petite lumière rouge qui s'allume. ouais. À mon avis, tu vois, je comprends ton point de vue au niveau de l'immersion. Je pense que ça dépend du public que tu as. C'est-à-dire que si tu es dans une convention et tout ça, moi, ça me gênerait pas de m'assurer que j'ai pas de catastrophe émotionnelle, on va dire, à la table, quitte à casser un petit peu l'immersion. Si je suis avec des amis, des gens avec qui je joue régulièrement, voilà, comme je suis d'accord, je pense que le faire au début de bas de session ou de campagne, c'est idéal. Par contre, le seul petit truc qui me titille là-dessus, c'est que je vais jamais demander que quelqu'un me réponde à l'oral. Qu'est-ce qui va le gêner ou qui dit si oui ou non ça le dérange. Parce que c'est simplement, c'est encore quelque chose que j'ai observé, quelqu'un qui a vraiment un blocage ou une gêne va probablement pas vouloir s'en vanter ou le dire, quoi. Donc c'est pour ça que moi généralement je passe par les papiers magouilles ou alors si vous êtes en ligne vous passez par les messages privés, vous me répondez pas là, vous me répondez en message privé ou par papier parce que cette personne, le fait de dire bah voilà moi cette situation là me met mal à l'aise, ça peut déjà la mettre mal à l'aise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, bah, il y a des gens en effet qui ont vécu, qui ont eu des expériences qui ne sont pas forcément très drôles, et ils n'ont pas envie que ça se sache en fait. Donc, certaines vont prendre le risque de dire, je vais rien dire, je vais me sentir mal à l'aise, mais au moins on ne saura pas que. C'est pour ça que j'évite de passer à l'oral pour ce genre de choses, quoi. Tout ça me fait penser à Projet Ice, je ne sais pas si vous connaissez, où là tu dois aller carrément dans le subconscient voyager. C'est Gazda qui l'a créé ce jeu. Et je trouve ça aussi, c'est un jeu par exemple où tu es prévenu dès le départ au fait que ça va risque d'être potentiellement dangereux, puisqu'en plus tu peux provoquer la mort du patient dans lequel tu es dans son subconscient. Si tu foires ou carrément le rendre encore plus fou. Oui, c'est vrai que il y a une nécessité finalement de bien prévenir en amont en fait le joueur, la joueuse de ce qui va se passer et de tenir aussi en tant que rôliste le bon déroulé des choses. On a dit... Non, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, en fait, j'allais faire un parallèle très visuel, tu vois. C'est comme si tu allais à Disneyland avec tes enfants, tu vois. Tu sais que selon l'âge, bon, il y a le coup de la taille évidemment, mais je ne prends même pas ça en compte. Je veux dire, tu sais que le petit train de la terreur ou des horreurs ou de la peur, je sais pas comment ils appellent ça, tu sais que si ton gamin il a peur du noir ou il fait des cauchemars, bah tu vas pas y aller avec lui, tu vois. Tu vas l'éviter. Ou alors le grand 8, si tu sais qu'il a le vertige, tu vas pas emmener ton gamin faire du grand 8, tu vois. Et le jeu de rôle, en fait, bah, tu as cette diversité d'expériences au final. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, quoi. Donc, je pense qu'il est bon de s'assurer quel type de joueur on a, de s'assurer de savoir quelle expérience de joueur recherche. Et en fait, simplement, et ça rejoint ce qui est, comment dire, ce que c'était toi, Max, qui disait ça au Banane Bleu, qui disait, bah, écoute, si le joueur, non, c'était toi, Max, qui disait, bah, si ce jeu, moi, je vois, je connais bien le jeu, je vois ta demande en tant que joueur, c'est pas compatible, essaie de chercher un autre jeu, quoi. Je pense que c'est tout à fait raisonnable dans ce cadre-là, quoi. Oui, parce que je pense que le jeu de rôle ne doit pas être, comment dire, interdit aux gens. Et même, ça a été fait, il y a possibilité de faire même des jeux de rôle adaptés à des communautés. Donc, il y a d'autres communautés que les rôlistes qui peuvent s'en inspirer, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans n'importe quel média. Mais je trouve que ça doit rester quelque chose où tout le monde peut s'amuser, et c'est ça le plus important. Si tu t'amuses pas, fais pas de jeu de rôle. Voilà, ça te correspond pas. Mais il y a toujours moyen, je pense, et j'en suis persuadé, de trouver un jeu de rôle qui va intéresser quelqu'un. Mais il faut que ça matche, comme on dit. Du coup, on va repasser sur une autre question. On va essayer de s'éloigner un peu pour après essayer de revenir aussi un petit peu à ça. Êtes-vous en recherche constante de passer un bon moment? Je vais essayer d'expliquer. Donc, recherche de joueurs compatibles ensemble, un meilleur scénario, une création de scénario original, changement de règles du jeu ou changement de jeu régulièrement.
Qui veut réagir en premier? Bah, banane bleue, c'est à ton tour, t'as pas entendu. Allez, c'est à mon tour, c'est toujours à mon tour. Effectivement, ouais, le but du jeu, c'est quand même d'apporter du plaisir de jeu. Alors, c'est un peu particulier pour moi parce que, comme je vous ai dit, je reprends le jeu de rôle j'avais arrêté depuis un certain temps, donc pour l'instant, je fais du Shantin Dalos, je fais du scénario de convention. Donc, oui, évidemment, j'essaye d'apporter du plaisir de jeu sur la table. Après, je pense que le système de jeu est intéressant. Justement, quand on avait des systèmes de jeu qui étaient peut-être un peu complexes, ça plaît à des gens qui ont envie de faire une partie de jeu de rôle complexe, etc. Je suis pas certain que ça convienne à des conventions, mais voilà, ça peut être intéressant de faire ce genre de jeu. Et puis après, il y a des systèmes de jeu qui vont appuyer la narration, qui vont appuyer le roleplay, justement. Donc si je prends les Chants de Tindalos, justement, est fait pour ça, et j'ai pu vraiment l'expérimenter sur le terrain, on va dire, avec une petite masterisation à la Japan Expo, avec un concert d'idol à 118 décibels à côté. James, je crois que tu étais là et tu t'en souviens. Donc J'ai encore mal aux oreilles. C'était horrible. Maintenant, il faut effectivement que le système de jeu apporte ça. La grosse question, c'est à quel point un joueur ou des joueurs vont aimer, entre guillemets, sortir de leur zone de confort. Parce que, typiquement, si tu changes de système de jeu, tu peux avoir des joueurs qui seront contents parce qu'ils voient de la nouveauté, etc. Puis tu as des joueurs qui, au contraire, ça fait sortir des chaussons. Les pieds sont froids, même pas trop. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que tu dois, entre guillemets, les forcer à aller vers ça pour découvrir une autre forme de plaisir? Ou est-ce que, au contraire, tu dois les laisser dans quelque chose qui leur fait déjà plaisir? Alors ça, c'est une grande question. Je pense que Max et Laurent auront sûrement plus d'avis que moi sur le sujet. Allez, Max, à toi. On fait le tour de table. On est discipliné. Repose ta question parce que ici j'ai en double fond la famille qui fait du bruit. Ah, pardon. J'essayais de. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai un TDAH, donc là, moi. Pareil. Y a du bruit derrière moi, c'est l'horreur. Pareil. Je suis désolé, Banane Bleue, ça n'a rien contre toi. Non, t'inquiète, je suis pareil. De passer un bon moment autour de la table. Donc j'avais donné plusieurs exemples. Oui. Recherche de joueurs compatibles ensemble, meilleur scénario ou création de scénario original, changement de jeu régulièrement, ou changement des règles du jeu. Moi, ce que j'essaie plutôt, c'est je prends n'importe qui dans mes parties. Je fais pas un tri parce que je pense que tu vois, j'ai un peu du mal avec. Je vais un peu. On peut pas faire de la pub, mais j'ai un peu du mal avec des systèmes Tinder. Tu vois, de le fait que tout le monde doit se matcher, tout le monde doit rien avoir à se raconter, qu'on doit se regarder toute la soirée dans le blanc des yeux et qu'on n'a rien à se dire parce qu'on se comprend en direct. Donc, je suis plutôt vieille école où j'ai envie qu'il y ait des gens qui aient autre chose à raconter autour de la table, qu'il y ait d'autres vécus, qu'il y ait d'autres moments, qu'il y en ait un qui fasse de l'airsoft, qu'il y en ait un qui fasse du GN, qu'il y en ait un qui fasse du cosplay. Ça va encore plus me rajouter d'un moment de plaisir autour de la table. Et les scénarios que j'aime bien, c'est originaux chaque fois. Et même si parfois dans les démonstrations que je fais en convention, c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent parce que tu les connais par cœur, que tu sais comment ça va se dérouler et que tu as le petit plaisir de voir que chaque fois c'est différent. Les fins ne sont jamais les mêmes. C'est ça qui est extraordinaire dans le jeu de rôle. Parfois, oui, il y en a une ou deux qui se ressemblent, mais les fins ne sont jamais les mêmes parce que les gens que tu as en face de toi sont différents. Donc, si tu fais une statistique, tu te rendras compte que on n'est même pas dans une courbe de Gauss, on va être dans une sinusoïdale, c'est ça qu'on appelle ça, si j'ai pas de bêtises, ou une ellipse, ouais, qui bouge dans une fonction d'onde. Une fonction d'onde. Une fonction d'onde. Parce que merci, c'est gentil. Je pense que mes profs de l'école voudront me tuer s'ils m'entendraient en disant mais enfin, t'as réussi l'hétéro. Mais bon voilà, en fonction d'onde, parce que tout est participé quand tu participes comme ça à ce genre de choses, tout est forcément très riche et tout forcément va être différent et va permettre une richesse. C'est ça qui est plaisant en fait. Alors qu'aujourd'hui, je vais dire, bon là je fais un petit parallèle, beaucoup essayent de standardiser le jeu de rôle
Et je pense que c'est pas possible. Et on le voit, on a tellement de maisons d'édition, on a tellement d'auteurs de jeux de rôle que on n'arrive pas à avoir que une seule. Tu vois, comme maintenant on est avec Disney, on n'a pas ce côté où on en a vraiment qui gère tout le jeu de rôle. Non, ça reste encore un plaisir qui n'est pas standardisé. C'est un plaisir où on peut tous s'y investir. Ou peut-être d'ici quelques années, mes filles me diront, papa, on veut aussi en faire. On veut écrire des scénarios, on veut faire découvrir ça. Et tu vois, ça reste quelque chose un peu, je vais dire, comme un héritage qu'on se transmet les uns aux autres. Et c'est ça qui est merveilleux. Bah, ouais. Ouais, Je- Laurent. Alors, moi, c'est simple. Quand tu me dis, est-ce que l'idée de jouer au jeu de rôle, c'est toujours de chercher plus de plaisir de jeu? Oui. Personnellement, je suis pas masochiste. Je pense pas que mes joueurs le soient non plus, tu vois. L'idée, je vais toujours essayer, quel que soit le jeu, quel que soit le thème, quelle que soit l'histoire, quel que soit le système. Moi, personnellement, en tant que joueur comme en tant que meneur de jeu, j'ai toujours essayé de passer le meilleur moment possible. C'est-à-dire que voilà, on n'a qu'une vie, le temps, j'allais dire c'est de l'argent, mais c'est pas ça. Le temps, on n'en a pas des milliers et des cents. C'est-à-dire que quand je vais faire une partie de jeu de rôle, je sais qu'elle sera unique. Il n'y en aura pas deux comme ça. Je sais que ce qu'on va vivre autour de la table va être unique. Et va être en plus d'être unique, un petit peu, il y a un petit côté secret. C'est-à-dire que seulement ceux qui seront autour de la table le vivront, tu vois. Par conséquent, moi, je viens pas dans l'optique, bon, je vais être là sur mon téléphone, je vais regarder le mur ou je vais m'embêter, tu vois. Si je viens pour m'amuser, je viens pour le faire à fond. Sinon, c'est pas la peine. Et comme Max et Banane Bleu ont dit, tu vois, entre la diversité des systèmes, la diversité des jeux de rôle, la diversité de vision de comment un bon jeu de rôle peut se passer, que ce soit en tant que meneur et joueur, euh, c'est pour ça que moi je vois ça vraiment comme une forme d'art, quoi, parce que tu peux pas standardiser, tu peux pas faire un bloc jeu de rôle en disant voilà le jeu de rôle c'est ça, parce que je pense qu'il y a autant de jeux de rôle que de participants, de tables de jeux de rôle et d'histoires à raconter, quoi. Donc chacun va faire ses petits arrangements, ses petites modifications, parce qu'il va le préférer avoir l'expérience de jeu que ça lui permet d'avoir. Voilà. Est-ce que vous voulez rebondir dessus ou on passe à une autre question? Non, mais c'est juste effectivement important que tout le monde se sente bien dans la partie en même temps. C'est pas évident. Comme tu disais, je rebondissais parce que tu sais, tu as parlé du téléphone. Mais en convention, des fois, on a des gens qui arrivent et qui sortent leur téléphone et qui commencent à faire autre chose. Ceux-là, en règle générale, je leur fais tout de suite rentrer dans une action à haute tension, on va dire. Histoire de tout de suite faire en sorte qu'ils se remettent dans la partie. Mais en règle générale, ça arrive qu'une fois et la suite continue bien. Mais je pense qu'effectivement, arriver à capter, et ça c'est important, je pense, chacun de ces joueurs, dans quel état il est. Chacun de ces joueurs, c'est quoi son état d'investissement? C'est quoi son... justement, on parlait tout à l'heure, tu sais, de faire en sorte que chacun ne soit pas en train d'attendre les autres. C'est difficile, mais regarder chacun de ces joueurs et voir son niveau d'attention, son niveau d'investissement, et s'il y en a un qui baisse, tac, c'est sur lui qu'il faut aller, qu'il faut mettre pas la pression, pas du tout, mais l'intérêt, au contraire. L'intérêt pour le faire rentrer dans le plaisir de jouer. Ah non, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tout simplement parce que, comme tu dis, tu vois, tu as des gens qui vont sortir le téléphone. Il va y avoir des pics d'intérêt dans ta partie. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, tu sais, qui vont être un peu plus fortes. Tu sais qu'il va y avoir des scènes qui vont être un petit peu plus soft ou un peu plus calmes. Ce qui est nécessaire, parce qu'en fait, si tu n'as pas c'est une oscillation. L'onde dont parlait Max. Tu vois, si tu as un peu cette oscillation entre des moments forts et des moments moins forts, au final, en tant que participant ou en tant que meneur, c'est un rythme, tu t'en sors pas. Et de deux, ça permet, comme tu dis, tu vois, de choper l'attention de ceux qui sont un peu décrochés et tourner autour de la table, que ce ne soit pas toujours les mêmes participants qui sont Oui. qui doivent en fait apporter du jeu, même pour les autres, quoi. Voilà. C'est pas toujours facile, ça. Moi, j'ai eu le cas une fois en convention, j'étais sur mon cul, un gars très timide qui n'arrivait pas, et les autres étaient tellement en train de déborder que lui, finalement, il a pris peur et il est parti. Et j'étais là, j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit non, c'est pas grave, il est trop timide.
Il n'arrivait pas à s'imposer. Et au fait, ça l'a dérangé, et c'est tout à fait logique. Mais toi, TNJ, j'ai eu 10 secondes où j'étais là, je fais quoi? Je cours après la personne pour lui dire je suis désolé, ou je continue la partie, et les autres m'ont dit c'est pas grave, continue la partie, on le connaît. Mais tu peux avoir des stress comme ça qui arrivent à un moment donné, où c'est toi le MJ qui est là, mais waouh, qu'est-ce que je fais? Et puis finalement, là, j'ai eu de la chance, c'est les joueurs qui m'ont dit on le connaît, c'est pas grave, qui m'ont rassuré. Mais sur le moment même, je t'avoue que j'ai un peu paniqué en me disant mais merde, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais rebondir par rapport. Excuse-moi, je vais juste rebondir par. Comme on est dans le flow des joueurs, etc., dire comment est-ce que vous arrivez à détecter en fait des joueurs qui sont à risque et comment vous les remettez en place. Donc on reste dans le même flow, etc. Comment est-ce que vous gérez en fait ce genre de cas? Pas forcément à risque, mais il y a des joueurs qui peuvent être à risque. Alors, et il y a des joueurs en fait déjà... qui veulent tellement en fait partir dans le truc que ils en deviennent eux-mêmes des joueurs à risque. Alors déjà, il faut définir ce que c'est que le à risque, parce que comment dire, il y en a beaucoup des risques. Il y a oui. le joueur qui s'amuse pas, il y a le joueur qui est là pour troller. On a vu ça en convention, qui est juste là pour troller parce que il a eu une mauvaise expérience, qu'il a décidé de se venger. Là, c'est un peu compliqué. Le joueur qui est timide ou qui est introverti, souvent on en a plus dans les primo-joueurs, en tout cas sur les conventions. Donc déjà, il y a tous ces comportements différents à risque. T'as les joueurs qui sont, comment dire, toxiques. Ça, oui, il y en a. Je pense que déjà, le talent d'improvisateur, c'est un jeu de rôle. On disait chaque partie est différente. Hein. C'est un petit peu, c'est de la mécanique quantique le jeu de rôle. Donc t'as pas joué la partie, tu sais pas quel est son état. C'est là que, entre guillemets, les skills sociales du maître de jeu vont entrer en jeu. Par exemple, j'ai joué avec une personne qui avait un syndrome autistique un peu avancé. C'est difficile parce qu'il partait vraiment dans tous les sens et il était hyper enthousiaste. Mais quand je dis hyper, c'est hyper enthousiaste. Et il posait des questions HRP tout le temps. C'est difficile parce qu'il faut lui apporter le même plaisir de jeu sans porter préjudice, entre guillemets, à l'expérience de jeu globale. Donc, tu vois, il y a justement peut-être une attention plus particulière à avoir avec ces joueurs-là, en leur donnant peut-être des actions qui sont des actions, tu sais, side de côté du scénario. C'est une recherche, c'est une réflexion sur quelque chose, lui donner un indice particulier à lui, de façon à ce que il ait un plaisir de jeu, parce qu'il est en train de faire quelque chose, une vraie action qui, en l'occurrence, lui est dédiée, même carrément. Et en même temps, à côté, les autres joueurs peuvent faire une autre action en commun. Donc ça, il y a ça. Après, il y a les joueurs trolls qui sont là, j'ai envie de dire, pour défoncer la partie. Bon, bah, eux, on les fait mourir. C'est... Voilà. Ah, c'est bien ça, c'est catégorique. Hein. Ah oui, c'est catégorique. En même temps, moi en ce moment je fais du jeu d'horreur. Hein. Le jeu d'horreur, la mort arrive rapidement. Ou alors, si on a envie d'être moins complètement direct, on peut éventuellement les faire mourir et puis les faire intervenir en tant que... Voilà, que peut-être que quantité, spectre, fantôme, j'en sais rien, que sais-je. Mais en tout cas, limiter leur champ d'action. C'est de toute façon assez compliqué parce que le problème c'est que si jamais on le fait mourir, il y a deux choses. Soit le joueur quitte la table, et j'ai envie de te dire quand c'est à distance en règle générale c'est plus simple. Soit le joueur reste. Et quand il reste, il sort son téléphone, il fait des trucs. Enfin bref, il pourrit de toute façon l'ambiance de jeu. Donc, de toute façon, c'est un joueur qui est compliqué à gérer et je pense que le fait de lui donner cette
ce petit volant d'action quand on est sur une table permet qu'il reste impliqué dans le truc, permet qu'il se dise ah là là, je peux encore plus troller, alors qu'en fait les moyens d'action sont limités. Ça peut avoir quelque chose comme ça. Et puis après, tu as les joueurs renfermés, où là, assez souvent, je sais que par exemple sur des réactions, ils vont avoir du mal à avoir des réactions spontanées, etc. Bah, j'hésite pas à être plus souvent près d'eux, et soit leur susurrer à l'oreille des actions qu'ils peuvent faire, ou soit tout simplement à le faire parce qu'ils vont pas oser le faire. Par exemple, un joueur va pas forcément oser crier sur les autres. Bah en fait tu fais le RP au-dessus de lui, quoi, et tu le balances, et l'effet est le même. Le but du jeu, c'est que voilà, ils sentent que c'est pas grave si t'y arrives pas, t'inquiète, je suis là, et j'arrange ton truc, t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est aller lui dire mais t'as pas à me poser la question de savoir ce que tu veux faire. Tu peux le faire. Fais ce que tu veux, tu es là pour t'amuser. Tu vois, régulièrement apporter ce petit truc, ce petit conseil qui est vraiment ce petit conseil dédié, qui est dit à l'oreille, qui est dit en one-to-one. Je trouve que c'est important. Après, d'autres typologies de joueurs, je sais pas ce que vous avez rencontré les autres. Je rebondis. Max. Allez, vas-y. Moi, ma première expérience de jeu d'un joueur qui pétait un câble, qui était à risque, c'était un vrai connard de service. Donc c'est un truc que je raconte chaque fois avec beaucoup d'émotivité, parce que il se fait que j'ai d'origine juive et que ma famille a été sauvée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un connard qui a commencé à prendre Twitch et à crier pendant la partie « Mort aux Juifs !» Alors que nous on était tous occupés à jouer le scénario et le truc, et on n'a jamais compris pourquoi il a fait ça. Il est parti complètement complotiste, hein. J'ai pris un médiateur pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. On l'a viré, tout simplement. Il est viré de ma vie. Moi, quand il essaie de me dire bonjour, je dis casse-toi, je te dis pas bonjour. Mais voilà, moi, la première expérience que j'ai eue d'un personnage à risque, c'est avant de faire des conventions. C'était sur Discord, en plein milieu du confinement. Et c'était un truc qui m'avait retourné dans tous les sens. Ma femme m'a dit, t'as mis 2 ans à t'en remettre. Parce que c'est... Oui, je suis quelqu'un de très émotif, hein. J'ai mis 2 ans à m'en remettre parce que j'étais totalement sur mon cul, que comme ça, quelqu'un qu'on pensait safe, avec qui on avait vraiment tout questionné, et si et ça, se révèle être vraiment le connard de service particulièrement. Et donc depuis, effectivement, j'essaie de faire attention. J'essaie de ne plus tomber sur des connards de service. Et donc, je tâte un peu les gens, je leur pose des questions, j'essaie d'être certain que je ne vais pas me retrouver de nouveau avec une personne comme ça qui va directement me viser personnellement dans sa haine et sa connerie monstrueuse. Donc, c'est toujours un sujet pour moi qui est assez difficile à discuter, hein. J'ai les larmes aux yeux. Mais voilà, c'est les sujets à risque, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas faciles, parce que ça... Il faut savoir le manager, donc effectivement, quand il y a des trolls, ça, j'en ai pas encore eu. Mais bon, c'est pas toujours facile. Et j'imagine qu'effectivement, le tuer et puis lui dire tu peux revenir en ton identité, ou tu peux déplacer des objets ou susurrer des choses à l'oreille des joueurs, ça peut être utile. Mais bon, c'est pas quelque chose de toujours facile. Vous m'excusez, hein, les gars. Non, il n'y a aucun problème. Voilà. Non, il n'y a aucun problème. Puis je trouve que justement, ce genre de connard, là, pour le coup, là, t'es tombé sur... Ah oui, high level. Bon, le pire, je trouve, c'est que cette personne, quand il me croise en rue, essaie encore de me dire bonjour. Moi, j'ai qu'une envie, mais c'est vraiment de fuir. Pardon, excusez-moi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la petite histoire, mais j'ai pour l'instant jamais eu vraiment de personne à vraiment grave problème. Par contre, j'ai fait partie de serveurs Discord où là, oui, il y a eu des personnes vraiment problématiques que là, il a dû prendre des mesures d'exclusion et de discussion avec. Ça, c'est aussi toujours très important. Il ne faut jamais rompre la discussion pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Et si la personne continue dans ses actions qui sont purement toxiques, qui sont purement mauvaises, qui sont mal intentionnées, là, il faut prendre la décision de la virer du serveur. Et ça, je trouve que, je peux citer le JDR Club, chez qui je suis, ou la Table d'Azur aussi, ont toujours eu ce bon comportement de « Ah, ça a débordé, qu'est-ce qu'on fait ?» On en parle avec la personne. On règle ça et on se comporte en tant qu'humain. Déjà, même si quelqu'un a eu un débordement, il faut comprendre ce qui s'est passé.
De un, analyser la chose et prendre une décision qui est claire, qui est nette et qui est partagée par tous les modérateurs et l'ensemble du serveur. Donc c'est chaque fois, par exemple, sur ce serveur-là, quand quelqu'un a été exclu, on nous a expliqué. On nous a dit, ben voilà, il y a ça qui s'est passé. On a interrogé la personne. Elle a validé ses propos. On l'exclut. Voilà, je ne vais pas plus parler. C'est logique, enfin, ça devrait être comme ça partout en fait. Moi, j'ai eu aussi une expérience en fait avec des cons en fait, et du coup, j'ai été obligé de démissionner de mon poste parce que ça devenait plus vivable et que j'étais pas, malheureusement, on n'était pas protégé en fait de ce genre d'attaque en fait. Et on a été attaqué dans notre vie privée, jusque dans notre vie privée, et que je comprends tout à fait que ça te retourne. Je suis moi-même retourné quand même d'entendre ton témoignage et je te remercie Oui, ça me retourne pour ton toujours. Donc témoignage. je n'arrive toujours pas à passer l'éponge, c'est chiant. Ouais, merci en tout cas et plein de courage pour tout ça et tout. Je sais que c'est très difficile. Laurent, tu as une. Ouais, je vais essayer d'être un peu plus soft. Je vais essayer d'être un peu plus gênant. Moi, les expériences que j'en ai, en fait, la position que j'ai, c'est malheureusement, malheureusement et heureusement, en fait, le jeu de rôle, c'est une activité qui est sociale. Par conséquent, on est amené à jouer avec d'autres personnes. Par conséquent, tu as toujours la chance, peu probable, c'est encore heureux, mais tu as toujours la chance de tomber sur des cons. Voilà, de tout type, hein, j'englobe ça, mais des gens qui, pour X raisons, d'une manière ou d'une autre, vont être en fait toxiques ou nocives comment dire, à la partie d'une façon ou d'une autre. Mais après, voilà, pour revenir sur des cas de figure qui sont un petit peu plus courants, mais qui arrivent et qui peuvent donner des difficultés, que ce soit un joueur débutant ou un meneur débutant. Moi, par exemple, la première session comment dire, de jeu de rôle que j'ai fait, c'était sur du Donjons et Dragons. Et mon MJ, en fait, était un peu jeune et il était là pour essayer de nous faire une partie. Mais il voulait pas raconter une histoire ou vider quelque chose. Quoi. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas résolu. Quoi. Et moi, je me souviens toujours où, donc je crois, j'avais fait un personnage, ça devait être un elfe ou un rôdeur ou je sais plus quoi. Quoi qu'il en soit, on se retrouve attaqué par un grizzly, hein, première session, quoi, donc on tombe sur un truc, on se fait attaquer par un grizzly. Moi, j'étais un genre d'acrobate, je sais plus ce que j'avais. Donc je lui fais, bah écoute, je grimpe dans l'arbre, et une fois que je suis au-dessus du grizzly, je tombe dessus et je fais un truc de folie et je tue l'ours. Donjon et Dragon étant ce qu'il est, je fais un 1, et donc là, je tombe derrière. Et en fait, au lieu de prendre cette opportunité pour dire, bon, je sais pas, l'ours, il se retourne, il te voit ou il te blesse et tout ça, il se retourne avec le maître de jeu a un grand sourire, il fait, comment dire, l'ours, il t'entend, il se retourne directement sur toi, alors qu'il est entouré par d'autres, hein, il se retourne sur toi, il t'attaque. Et en plus, il me one-shot. Donc, comment dire, il me donne un coup, je sais pas comment il fait ses dégâts, il me one-shot. Donc, moi, je suis là, c'est ma première session, ça doit être le premier combat, tu vois. Et j'essaie de faire un truc sympa, ça foire, ok, ça joue le jeu. Et le MJ, pour me récompenser d'avoir fait un truc sympa, il me fait, bon, voilà, tu reroll, quoi. Tiens, voilà une nouvelle feuille. Je fais, bon, écoute, là, on vient de démarrer la partie, donc j'ai fait le fameux coup du jumeau, hein, que tous les joueurs débutants font. Le coup du jumeau, parce que j'allais pas refaire tout l'historique, le truc, le machin et tout. C'était le premier combat, et comme ça, on avance. Je fais venir un jumeau. J'avais déjà une petite idée c'est quand même le jumeau, donc il n'est pas tout à fait pareil et tout, quoi. La session qui suit, il me tue de la même façon. Donc là, j'ai fait, OK, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Mais en fait, il faut savoir que en tant que meneur ou joueur, on va avoir des participants à la table qui vont avoir des frustrations dont on n'est pas forcément au courant. Et en fait, le jeu de rôle va être l'exutoire de ces frustrations. Et ça, malheureusement, ça peut prendre des tas de formes. Alors, on peut avoir la forme la plus malheureuse qui va être le racisme, le sexisme, etc., et toutes ces sortes d'abus, qui est une forme de frustration, souvent, enfin, pas souvent, mais parfois extrême et évidemment toxique et à éviter. Mais après, on va voir les frustrations, entre guillemets, à la con de la personne qui a une mauvaise journée, mais qui va ruiner la table qui va ruiner la partie pour tout le monde. Sans rentrer dans le détail des profils de joueurs qui est un petit peu plus de fond, quoi.
Bah oui, ça, c'est des cas de figure qui gèrent et j'ai envie de dire, malheureusement, ça se gère d'autant mieux avec l'expérience, quoi. Il faut un petit peu brosser son cuir, quoi. C'est-à-dire que on l'a vu une fois, on l'a vu 2 fois, bah, la troisième fois, on sait comment mieux le gérer, on sait comment on le voit plus venir et on trouve des solutions plus rapidement, quoi. Et je suis comme vous, partisan qu'une personne qui, pour X raison, de façon récurrente, est toxique, nocive, nuit d'une façon ou d'une autre au plaisir du jeu de tous, parfois même à son propre plaisir, hein. Il y a des gens, ils sont vraiment pas très futés à ce niveau-là. Moi, comme je vous dis, j'ai pas le temps pour ce genre de choses. Moi, je suis là pour passer un bon moment. Si c'est pas leur cas, moi, j'ai pas le temps. Je leur explique une fois, je leur explique 2 fois, il n'y a pas de troisième. Écoute, visiblement, comme on disait, on n'est pas sur la même, au même titre que un jeu de rôle ne peut pas correspondre à certains joueurs, je sais que certains joueurs ne peuvent pas savoir jouer entre eux ou ne peuvent pas avoir, comment dire, ont pas la même vision du fun avec le meneur de jeu. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais soit on s'adapte et on arrive à, entre guillemets, vivre ensemble et jouer ensemble, soit c'est pas le cas et dans ce cas-là, moi je les réinvite pas à ma table, quoi. Après, je remets dans le contexte, moi je joue quasiment exclusivement en association, donc c'est des joueurs que je connais, qui sont récurrents et tout, quoi. C'est un petit peu particulier en virtual tabletop, évidemment, et en convention, quoi, parce que les gens, tu les revois pas généralement, quoi. Voilà. Ok, merci à tous pour vos témoignages. Du coup, on va essayer de passer à quelque chose d'un peu plus léger, sans parler du coup. On va rester sur les joueurs. Comment vous pouvez amener un plaisir de jeu, pardon, aux joueurs, même s'ils s'éloignent des objectifs. Donc c'est déjà arrivé en fait que vos joueurs en fait partent Oui. ailleurs, pas du tout là où vous avez dit, dit tu vois là, tu décris un truc, tu vois, qui est à peu près, qui est sympa et tout, et les mecs ils disent ah on va aller par là, et en fait c'est pas du tout par là en fait que vous vouliez les amener. Comment est-ce que Ouais. vous les remettez dans le droit chemin entre guillemets pour La grosse question, c'est aller est-ce vers qu'on votre doit les remettre objectif? dans le droit chemin déjà? Et ça, c'est une grosse Oui, ou le question. chemin de traverse. Oui. Voilà. Et puis si on les ramène dans un chemin, si on le fait trop lourdement, le joueur va avoir l'impression qu'il est sur des rails. Et s'il y a bien quelque chose qu'il doit pas ressentir, c'est qu'il est sur des rails. Même s'il l'est. et du coup, je pense que plutôt que d'essayer de ramener les joueurs à un endroit spécifique là où tu veux que ça se passe, c'est peut-être déplacer l'action. Déplacer le fait qu'il y a un PNJ qui leur arrive dessus, ou voilà, ou juste rentrer dans leur jeu et à la limite faire en sorte petit à petit de faire intervenir les éléments que tu voulais voir apparaître. Le but du jeu, c'est vraiment, si tu leur dis par exemple, je sais pas, l'indice c'est absolument dans cette auberge qu'ils doivent avoir. On est dans un Medfan, voilà, c'est dans cette auberge qu'ils doivent l'avoir parce que c'est le barman qui le donne. Mais qu'ils décident de pas aller à l'auberge. Ils décident d'aller ailleurs, en forêt, en village, peu importe. Et je pense qu'il faut que tu arrives à leur amener l'indice spécifique sans avoir spécifiquement à leur dire non, il faut que vous alliez à l'auberge. C'est un peu compliqué, ce genre de choses. Après, il y a aussi comment est fait le scénario. C'est vrai que là, on fait pas mal de scénarios de convention, et c'est des scénarios où de toute façon, il va leur arriver des choses quoi qu'il arrive, où qu'ils aillent. Ça peut pas se faire dans tous les scénarios, mais je pense que c'est aussi un vecteur qui fait que tu peux les ramener quelque part dans la réalité de ce qui va se passer quoi qu'il arrive. Donc il y a ça. Et puis après, il y a aussi de s'éloigner des objectifs. J'ai envie de te dire, si leur objectif par exemple c'est de survivre, l'objectif n'est pas forcément réalisable, ou il est réalisable mais ils vont pas forcément le faire. L'intérêt c'est qu'ils y prennent autant de plaisir. Donc j'ai envie de te dire que le but du jeu c'est de leur amener
finalement ce qu'on fait dans le jeu de rôle, hein, tu sais, on cherche quelque part des choses un peu épiques, des choses qu'on n'aurait pas fait dans la vraie vie, etc. Donc sans leur amener du grobilisme, mais leur amener une attention particulière, comme s'ils étaient sur une scène. Moi, je sais que j'ai un joueur, la mort arrivant, etc., s'est mis en plein milieu d'un champ et a fait « Oh, viens, je t'attends !» Bah là, c'était épique. Il est mort, hein. Il est mort. Mais c'était épique. Et tout le monde a vu ce moment de epicness. Et lui, il était content et il est mort. Mais avec panache. Ça me fait penser en fait à Aliens, Alien le retour, où tous les aliens en fait sont en train de débarquer et il y a merde, je ne sais plus le nom de personnage, donc c'est Vasquez, je crois, ouais, Vasquez en fait, qui est avec un autre qui essaye de le tirer et elle se rend compte qu'en fait les créatures vont plus vite qu'eux et là elle fait bon allez, adios. Et du coup, il y a tout qui explose en fait au moment où les créatures en fait elles lancent une grenade. Et pour les joueurs, même si l'objectif en fait est de mourir, le fait de mourir de façon grandiose, c'est aussi prendre du plaisir pendant une partie. Max, tu avais quelque chose à dire? Oui, alors rappelez-moi juste la question, s'il vous plaît. Tu veux que je rebondisse plutôt? Parce que ouais, rebondis, vas-y. Alors, la question, tu vois, c'est en fait comment tu t'assures que tes joueurs soient en fait centrés sur ton scénario, sans pas qu'ils aient l'impression d'avoir des murs invisibles ou d'avoir du railroading, etc., etc. En fait, je pense que un peu comme tout en jeu de rôle, je pense que ça vient déjà avec l'expérience. Le fait de connaître ses joueurs, de savoir comment gérer son scénario, tenir sa table, etc. Ça s'apprend pas, il faut le faire et petit à petit on devient meilleur. Ça va dépendre aussi de la liberté qu'on a au niveau de son scénario. C'est-à-dire que si on suit un scénario qui est déjà écrit, forcément, on est un petit peu forcé d'aller dans une direction spécifique qui est prévue en fait par le module qu'on est en train de faire jouer, quoi. Mais après, moi, j'ai toujours fait mes histoires, donc j'ai jamais eu ce problème. Et par conséquent, je vois ça un petit peu comme un jeu d'échecs. Alors, je fais pas du tout d'échecs, mais bon, on va dire que c'est métaphorique. C'est-à-dire que au début du jeu d'échecs, on a tous entre guillemets la même disposition. C'est-à-dire que le début du jeu d'échecs, il est comme ça. C'est-à-dire que moi, quand je démarre une campagne, une session et tout, j'ai une mise en situation. C'est-à-dire que là, j'ai même pas besoin de guider les joueurs. Je leur dis voilà, on commence, c'est comme ça. Ça leur fait découvrir le monde, la situation dans laquelle ils sont et tout. Donc à ce niveau-là, tu n'as même pas besoin de donner, en fait, de les mettre sur des rails ou de faire des murs. C'est-à-dire que la situation va leur donner toute la liberté d'action qu'ils veulent, mais toi, ça t'assure déjà qu'il y a une certaine structure, une certaine direction qui est donnée, en fait, un certain élan. Si tu leur dis très simplement, voilà, le coffre au trésor, il est là-bas et vous êtes pauvre, et en fait, votre idée, c'est un petit peu vous faire de l'or, tu les forces pas. Mais il y a quand même un petit peu une direction qui est donnée. Après, la façon dont ils le font, c'est leur problème. Et c'est pour ça que c'est comme un jeu d'échecs. À partir du moment où tu bouges tes premières pièces, tu sais pas ce que ça va donner. Le jeu, il peut durer 10 minutes, quand il peut durer 3 heures, quoi. Par contre, il y a un truc que tu sais, c'est que la partie, elle est finie quand le roi adverse, il est pris. Et là, pour moi, le jeu de rôle, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais avoir un objectif dans ma session, dans ma campagne et tout. Et je dirais, voilà, entre guillemets, l'objectif sera atteint quand les joueurs, d'une façon ou d'une autre, auront atteint cet objectif, ou cette situation finale, ou ce résultat final. Et si entre-temps, il y a eu des morts, il y a eu des pertes, ils ont fait des détours pas possibles et tout, ça fait partie du jeu, en fait. C'est leur aventure, en fait. C'est leur choix. Et parfois, ça frustre les joueurs. Moi, je laisse vraiment de la liberté aux joueurs. Parfois, ça frustre les joueurs. Ils disent, on a l'impression qu'on a quand même tourné en rond. Je fais, vous avez fait les choix que vous avez choisi de faire avec les informations que vous aviez. C'est pas quelque chose de facile. Nous, en tant que maître de jeu, on a toutes les informations. C'est nous qui créons le scénario, qui connaissons l'univers et tout. Vous, en tant que joueur, vous avez peut-être l'impression que ça a parfois été défait, mais vous avez eu des moments qui ont été excellents aussi. Vous avez eu des moments qui ont été catastrophiques. Mais à tout moment, vous avez quand même fait au mieux au niveau des ressources que vous aviez, des informations que vous aviez. Et c'est ça, c'est votre aventure. C'est votre aventure. Et en fait, le fait d'avoir cette vision-là, tu n'as jamais besoin de mettre de mur invisible ou quoi que ce soit. Et dans les rares cas où les joueurs vont tellement à l'opposé
que tu en viens à questionner ton objectif, bah là, tu te poses la question, ok, est-ce que mon objectif, au final, c'est ce qui les intéresse ou pas? Et donc, si ça les intéresse pas, bah, pourquoi pas aller dans la nouvelle direction qu'ils nous proposent? Ça se trouve, on va s'amuser d'autant plus. Ça se trouve, ils ont une excellente idée ou une excellente vision de comment l'histoire peut continuer. Et au final, bah, toi, en tant que maître de jeu, tu vas adorer. Ça rejoint ce que disaient Banane Bleu et Max au niveau des conventions, où tu fais le même scénario, mais au final, ça va jamais se passer de la même façon. Oui. Voilà. J'allais rebondir là-dessus aussi. C'est que moi, je trouve que c'est assez chaotique être meneur ou meneuse de jeu. Au final, parfois, effectivement, tu dois mettre des barrières et dire, bon, les gars, là, on avance, le scénario doit avancer, parce que là, pour l'instant, vous êtes en train de moutonner, comme disent les génistes. Vous parlez du beau temps, vous commencez à faire des blagues, mais il faut un peu se recentrer sur le jeu. Et parfois, effectivement, tu leur laisses la liberté d'aller quelque part. Moi, j'ai une fois des gens qui m'ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de préparer les corps avant un embaumement? Et je fais, oui, il y a tel métier qui existe. Ils me font, on va chez eux. Je dis, ben, ça tombe bien, j'ai inventé ça de toute pièce. Je dis, vous allez chez les frères Gobelin Grimm. Tu sais, ça m'est sorti comme ça. Et les frères Gobelin Grimm, eh ben oui, ils sont embaumeurs. Et donc, ils ont une machine qui fonctionne effectivement, mais il n'y a pas de trou quand il fonctionne. Donc, c'est bizarre, ça. C'était pas. Et donc, le frère Grimm, un des frères Grimm, ils sont 4-5, explique que oui, non, effectivement, nous préparons les corps, tout ça est bien prévu, c'est dans tel rite. Et eux, ils sont là, oui, mais et si je vous demande d'en faire 2 trous, il fait, mais pourquoi 2 trous? On a besoin d'un trou, ça ne va pas. Et donc, les joueurs étaient persuadés que c'était peut-être les frères Grimm qui étaient là derrière. Et les frères Grimm me disaient, mais non, nous c'est notre métier d'embaumer. Et je les ai laissés, puis j'ai un peu recentré, je dis, vous vous rendez bien un peu compte que les frères Grimm n'ont rien à voir avec votre histoire. Ils n'ont d'ailleurs pas encore eu le corps pour le préparer à l'embaumement, puisqu'il est toujours à la morgue. Et donc, tu dois comme ça faire comprendre aux joueurs que c'est bien d'aller dans la perspective de faire une enquête, de voir amener des nouvelles choses, mais à un moment donné, si ça s'arrête, je veux dire, tu peux aller dans une nouvelle direction, et si le scénario le permet, c'est génial, mais si à un moment donné, c'est une dead end, allez, comment on dit en français? Une impasse. Une impasse, c'est une impasse, et il faut à un moment le dire aux joueurs, même s'ils s'acharnent en disant c'est peut-être eux, mais non, c'est pas eux, les gars. Je pense qu'il faut aussi que le scénario ait de la crédibilité et permettre d'un de s'amuser, mais de deux surtout d'avoir des limites, parce que à force de vouloir trop faire, parfois on diverge et puis finalement les joueurs ne savent plus où ils en sont. Alors si tu as un scénario principal, il faut à un moment donné parfois y revenir et permettre à tes joueurs de se recentrer. Moi, par rapport à ça, je vais juste rebondir aussi. Moi, j'ai eu, en tant que maître de jeu débutant, un joueur, en fait, où je lui disais non, 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 tu peux pas faire ça, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Et voilà, les joueurs sentaient bien qu'ils étaient trop cadrés. Et ils m'ont dit, on a senti, en fait, que tu nous remettais sur des rails, on l'a trop senti. La prochaine fois, ce que tu peux faire, c'est que si on part trop dans. Tu nous mets un gros boss, genre un dragon, machin, tu dis impossible à battre, ou les mecs, là, vous n'êtes pas allé dans le bon chemin, tu vois, c'est sens interdit, vous avez un truc gigantesque qui vous barre la route, et si vous attaquez à ce truc-là, vous serez tous morts. Et du coup, ça leur permet de peut-être les remettre. C'est une idée qu'on m'a suggérée, j'ai trouvé l'idée vachement intéressante, justement pour les remettre sur les rails sans qu'ils s'en rendent vraiment trop compte. Donc maintenant, on va conclure sur cette table ronde du plaisir de jouer, par rapport à toutes les choses qu'on a dit déjà entre la qualité du MJ, la sécurité émotionnelle. On va essayer de passer un peu sur tout revoir tout ce qu'on a revu aussi. Et surtout, le plus important, comment amener le plaisir à tous les joueurs. Comment amener du plaisir à tous les joueurs. Le plaisir de jouer. Et j'entame la conclusion. Le mot de la fin. Exactement. Le mot de la fin, oui, le jeu de rôle, c'est une expérience sociale. Oui, on va jouer entre X personnes. Et je dis on parce que le maître de jeu joue aussi, bien évidemment. Et je pense qu'à partir du moment où le maître de jeu s'amuse,
Et quand je dis s'amuse, qu'on soit bien d'accord, s'amuser, ce n'est jamais aux dépens de quelqu'un. À partir du moment où on s'amuse et on se dit, bah ouais, on est en train de faire une petite soirée entre potes, et même si on est en convention, on est entre potes, on est entre gens qui s'amusent, je pense que ça peut, entre guillemets, que bien se passer. Apporter une émotion particulière à chacun, une attention particulière à chacun, une place à chacun, lui faire sentir que il a sa place, que c'est pas le personnage secondaire, que vous êtes tous les personnages principaux de l'histoire. Je trouve que ça c'est important. Moi, dans ce que je fais en tout cas, c'est à partir du moment où je commence à, j'allais dire expliquer les règles, mais c'est même avant. Quand j'accueille les joueurs, je suis déjà dans mon personnage de maître de jeu. Je suis déjà en train de leur dire « Oh, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » Eh bien, rien que ça, c'est tout de suite, voilà, ils sont déjà dedans. Quand j'explique les règles, je leur explique les règles, mais avec cette dose de « Oh, la tension, vous savez, ce truc qui monte et qui parfois descend. » Enfin, je sais pas, j'en ai pas été témoin. Voilà, c'est tout ça, voilà, qui participe à mettre, finalement, vous savez, comme les chauffeurs de salle dans les spectacles, qui mettent dans le bon mood la personne qui va jouer. Bah, en fait, tout ça, c'est important. Jusqu'à, comme tu disais, Laurent, la situation dans laquelle tu les poses, et à un moment, pouf, tu lâches le dé, allez-y, ça y est, c'est le moment. Ils sont déjà dans une situation, ils sont déjà dans tout ça. Et puis, à la fin, à la conclusion, c'est on change de ton, ah, ça s'est bien passé, tout va bien, etc. Oui, vous aviez une façon de vous en sortir. Ce n'est pas celle que vous avez pris. Voilà, enfin, peu importe, c'est du début à la fin pour apporter du plaisir, et même s'ils sont tous morts, même s'ils sont éclatés, c'est important. Tout pour moi. Qui d'autre veut du coup passer à sa conclusion? Je vais être court. Vas-y. Pour moi, c'est faire rêver. C'est ça qui est le plus important. C'est faire rêver, passer un bon moment autour de la table, avoir des émotions, avoir passé finalement un moment bon à plusieurs et d'en retirer tout le meilleur. Laurent? Bah, pas mieux, hein. Qu'est-ce que. Ils m'ont rien laissé. Mais Non, enfin, mais- je vais essayer d'être court. De façon très Désolé, courte, moi voilà. j'étais trop long. Non, mais voilà, de façon très courte, c'est ça. C'est que c'est un hobby social. On est là pour jouer ensemble. Dans le jeu, il y a amusement, comme l'a dit Banal, pas dépendre de qui que ce soit. Donc voilà, faire preuve de bienveillance, faire preuve d'intelligence au sens global du terme. Hein. On n'a pas besoin d'être Einstein pour faire preuve d'intelligence et passer un bon moment. Vraiment, c'est se dire, je suis là pour passer un bon moment. Donc je vais, comment dire, le mot me vient pas, mais je vais agir en sens avec les autres personnes qui sont autour de moi, avec qui je sais que je vais prendre plaisir à jouer et à partager quelque chose, quoi. Cette expérience, quel jeu de rôle et qui va avoir lieu ce soir ou cet après-midi, ou devant notre écran, ou en convention, et puis c'est tout. Et savoir voilà où va nous mener l'histoire. Jusqu'à la fin, fin de la conclusion aussi. Merci à tous. Moi, je rebondis sur ce que disait Banane Bleue par rapport au. Moi, ce que je fais en convention quand je fais du Alien, je leur dis, vous allez mourir, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, donc au moins ils sont prévenus que de toute façon ça va être, s'ils jouent à Alien, ils vont mourir. Il y en a qui sont, j'ai eu beaucoup de survivants, mais je sais qu'il y en a qui ont survécu. Je voudrais remercier du coup les intervenants qui ont participé à cette table ronde et du coup que vous avez tous partagé une vision, votre vision. Nos visions convergent quand même beaucoup. Nos visions convergent quand même beaucoup sur le fait de vouloir apporter du plaisir à nos joueurs. Je remercie également le public et les réactions qu'il y a eu en commentaire. C'est vraiment agréable de vous voir au rendez-vous et toujours curieux. Merci pour votre solidarité
et votre soutien aux associations. N'oubliez pas qu'ils en ont besoin tous les jours, et pas que pendant le Roll Event. Donc jouez, amusez-vous, et si vous le pouvez, partagez. La prochaine table sera animée par Damien des Champs de Tindalos sur le thème jouer avec l'indicible, l'héritage des grands anciens. Voilà, merci à tous, puis à bientôt. Salut, à bientôt. Merci.